Fenêtre sur l'emploi. D'ailleurs, en lien avec le débat que nous venons d'avoir, on reçoit Thierry Bismuth. Ravi de vous retrouver, Thierry. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu. Belle année à vous. Si, on s'était vu dans les tout premiers jours, le 3 janvier. Bon, je vous souhaite une bonne année. Je ne sais pas si ça porte chance ou pas. Fondateur réseau Odyssée RH. Et on parle avec vous. Alors, c'est très intéressant, puisqu'on a évoqué tout à l'heure ces demandeurs d'emploi qui parfois créent leur entreprise. Oui. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de l'indépendance. Pourquoi pas ? Le pourquoi pas a beaucoup d'importance. Oui, c'est-à-dire que chez Odyssée, effectivement, moi, ça fait écho à ce que j'ai entendu à l'instant qui était passionnant. Chez Odyssée, on interviewe chaque mois autour de 15 000 candidats. On les interviewe parce qu'on leur propose soit des CDI, soit des statuts d'indépendants, soit des créations d'entreprises dans le cadre des franchises que nous accompagnons. Et à cette question de est-ce que vous seriez à l'écoute d'un projet entrepreneurial, c'est comme ça qu'on la pose, on a à peu près 10% des gens qui nous disent « Tiens, dites-moi plus ». Donc 10% des gens, c'est pas mal, c'est beaucoup. C'est vrai, je fais écho à ce qui vient d'être dit, que c'est en partie des gens qui, cherchant un emploi depuis quelques temps, ont compris qu'il faut imaginer un plan B qui pourrait être l'entrepreneuriat en parallèle ou en alternative du CDI. Il se raccroche à une autre branche, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une proportion qui est relativement importante parce que comme on va chercher, nous, des gens qui sont en phase de transition professionnelle, soit qu'ils viennent de quitter un emploi, soit qu'ils envisagent de le quitter, et bien effectivement, une partie importante d'entre eux l'envisagent parce que la création d'entreprise se fait quand même souvent à des moments où on est en transition. Quand on est bien dans son job depuis 5 ou 7 ans, que la vie est belle, on n'a pas de raison de se poser la question de l'entrepreneuriat. Alors, ce qui est important dans votre présence aujourd'hui, c'est que vous nous dites qu'il faut se poser les bonnes questions. Oui, parce qu'effectivement, c'est très à la mode l'entrepreneuriat. En 2021, on a encore battu un record avec plus d'1 million d'entreprises créées. Les chiffres sont extravagants, là. Qui était déjà un record par rapport à 2020, qui était un record par rapport à 2019, et on peut remonter assez loin comme ça, chaque année. Je veux quand même rappeler, dans cette tendance euphorique, qu'en entrepreneuriat, la règle, c'est l'échec. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que 50% des boîtes déposent le bilan dans les 5 ans qui suivent leur création. Et donc, je ne voudrais pas qu'on oublie un peu ça quand on se pose la question de l'entrepreneuriat. Il faut, encore une fois, je redis le chiffre, il est important, 50% des boîtes ont disparu 5 ans après. Et donc, et je rappelle également, et ça fait écho au débat juste avant, que l'échec entrepreneurial, il a des conséquences bien plus importantes que de se planter dans un job. Je me plante dans un job, c'est grave, mais c'est pas dramatique. J'y ai rarement investi d'argent, j'ai investi du temps et de l'énergie, mais pas d'argent. Quand je me plante en projet entrepreneurial, en plus selon le statut que j'avais, j'ai cotisé ou pas au Pôle emploi, et donc j'ai cumulé ou pas des droits complémentaires. Et parfois j'ai rien. Hein. Et voilà. Et donc la conséquence d'un échec entrepreneurial qui est très fréquente est beaucoup plus importante. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs que nous accompagnons chez Odyssée, posez-vous des questions avant de vous lancer. Et la question, c'est pas j'y vais pas, c'est plutôt dans quoi je vais aller. Parce qu'on a trop de gens... Le secteur, ouais, déjà. On a trop de gens qui nous disent « Ah ben moi, il y a un métier que je sens bien, il y a un truc dont j'ai envie. » Bon. Voilà. Au doigt, quoi, un peu comme ça. C'est ça. Et en fait, au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on leur recommande, c'est de ne pas choisir un univers, un secteur, mais de choisir un quotidien. Et c'est très différent. Moi, par exemple, si j'aime le sport, je ne vais pas tout de suite me dire j'ai envie de monter une salle de sport. Parce qu'il y a une différence entre aimer le sport en tant que consommateur et gérer une salle, gérer des équipes, gérer du matériel, nettoyer les douches, gérer des horaires. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour plus faire de sport. Hein. Ah oui, en plus. Non mais vraiment, de ne plus pouvoir utiliser les outils, quoi. C'est pareil pour la restauration. On a beau aimer manger, voire cuisiner à la maison, il y a une différence entre aimer cuisiner à la maison et rentrer tous les soirs à 1h du mat, avec des brigades, avec 100% de turnover et toutes les migraines. Et je pourrais comme ça égrener tous les secteurs. Si j'aime la mode, il y a une différence entre aimer la mode et vouloir ouvrir une grille tous les matins à 9h et la fermer le samedi soir compris à 19h tous les jours. Si j'aime l'immobilier, vous avez compris l'idée. Bon voilà, c'est-à-dire que principe de réalité aussi. Hein. Ouais, c'est intéressant notamment dans l'IMO parce que tout le monde adore l'IMO grâce à Stéphane Plaza. Tant pis, citons-le. Il y a plein de gens qui nous disent on adore l'IMO, Stéphane Plaza. Il donne envie, hein. Ouais, sauf qu'on a oublié de leur dire dans les émissions à la télé qu'il faut prospecter 4 heures par jour, que entre le moment où je commence à prospecter et le moment où je vais encaisser, il va se passer 6 mois avec les délais de notaire et tout le reste, que je suis dans un métier hyper compétitif. Donc souvent le consommateur a une image d'un métier qui n'est pas du tout le quotidien qu'il aura. Et donc on lui dit toujours réfléchis quotidien. Et pas consommateur. Ouais, ça c'est très intéressant. Et pour ça, il y a des questions. Par exemple, est-ce que tu te vois plutôt faire du B2B ou du B2C? Donc, vendre à des professionnels ou à des particuliers? Des produits ou des services? Est-ce que tu te sens plutôt commerçant qui accueille un client dans un point de vente et qui sait bien s'occuper de lui? Ou est-ce que tu te sens commercial, à la différence de commerçant, à aller prospecter? Est-ce que tu veux manager une équipe ou pas? Toutes ces questions-là. Par exemple, est-ce que tu as de la trésorerie à investir? Et donc, ton retour sur investissement sera rapide, parce qu'en fait, en général, en entrepreneuriat, l'argent fait gagner du temps. Ou est-ce que, n'ayant pas d'argent, tu es prêt à gagner ta vie dans plus longtemps? Toutes ces questions-là, elles concernent le quotidien et non pas le secteur d'activité. Thierry, il y a le timing. Ouais. Il y a évidemment le secteur que vous avez évoqué en venant au quotidien, c'est une idée fondamentale. Puis il y a le timing. Oui, c'est le moment, pas le moment. Tu as des enfants, il y a plein de choses quand même. Exactement. C'est-à-dire que le timing, une fois qu'on a décidé, après tous ces questionnements-là, des secteurs qui pourraient correspondre à ces contraintes de quotidien, il faut se poser la question de est-ce que c'est le moment? L'envie ne fait pas tout. Et si je suis par exemple bien dans ma boîte, que j'y ai des perspectives, que j'ai un équilibre de vie qui me convient, que le salaire me va, nous, le conseil qu'on donne, c'est ne bouge pas.
Parce que dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit, une sur deux se plante à 5 ans, et même dans celles qui réussissent, il faut pas oublier que c'est un ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Il y aura toujours des nuits de migraine où on se dira qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère. Et donc c'est important, dans ces moments-là, de savoir si on n'avait pas trop à perdre. C'est-à-dire que ce sera d'autant plus difficile. Il faut arbitrer, quoi, en amont. Si j'ai pas perdu grand-chose parce que j'étais entre deux jobs quand je l'ai monté, c'est pas comme si j'avais quitté un job dans lequel les perspectives m'étaient données. Donc on conseille toujours de se lancer à un moment où on a le moins à perdre, notamment dans des périodes de chômage. Il y a quand même se faire entourer, parce qu'on parle beaucoup du mentorat dans notre émission avec Un jeune, une solution, qui joue beaucoup dans cette histoire. Il faut quand même des gens qui aient un peu de métier, quoi. Alors il y a deux... vous en pensez quoi? Il y a deux questions sur l'entourage. Le premier, c'est déjà l'entourage personnel. Est-ce que l'entourage encourage ou est-ce qu'il dissuade? Si à chaque fois qu'on rentre à la maison, on a le conjoint qui vous dit qu'est-ce que tu as été faire dans cette galère, c'est vrai que pour le moral, c'est difficile. Si on a un entourage qui est sécurisant, c'est-à-dire qu'il a lui-même un revenu et qui du coup il peut sécuriser notre entrepreneuriat, c'est plutôt sécurisant. Si on a un entourage qui peut nous apporter des conseils, du réseau, eh bien évidemment, ça a de la valeur. Donc déjà, on a l'entourage personnel, ce qui est le premier des deux qui est important, il faut le mesurer. Et puis, il y a un deuxième niveau d'entourage, c'est-à-dire que la France, quand même, c'est un paradis en termes d'accompagnement des entrepreneurs aussi. On peut parler des chambres de commerce, des experts comptables, des réseaux entreprendre et de ceux que j'ai vus également, de la franchise, j'en suis un ambassadeur, donc je ne peux pas ne pas la citer, qui sont effectivement des réseaux qui permettent aux entrepreneurs d'être accompagnés soit par des gens du même métier pour se benchmarker, je compare mes résultats, mes migraines, avec des pairs, soit des gens qui viennent de métiers très différents. Notamment, on voit ça dans les réseaux d'affaires. Et qui challenge de cette manière. De voir un peu neuf, un peu frais. Ouais, ça aide à être créatif. C'est vrai que si on n'est qu'avec des gens de son métier, c'est génial. Mais par contre, ça ne permet pas d'être créatif. Et puis également d'être entouré par des gens qui sont spécialisés de l'accompagnement de créateurs. Thierry, quelques mots quand même sur votre plan B. Parce que là, vous nous avez dit, si je comprends bien, il faut faire un tableau à double entrée et mettre des croix. Et on va voir à la fin si globalement, il y a plus de croix positives que de croix négatives. Parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Le plan B, c'est quoi? Alors en fait, l'éloge du plan B, nous, on incite toujours nos entrepreneurs à travailler sur le projet qu'ils ont choisi, le projet de cœur. Et en parallèle, on les fait travailler sur un plan B. Toujours un projet entrepreneurial qui n'est pas dans le secteur dont ils ont rêvé quand ils étaient gosses. Qui n'est pas tout à fait celui qu'ils aimaient. Mais souvent, ce plan B-là, pourquoi? Parce qu'ils vont investir tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de savoir-faire dans ce projet entrepreneurial qu'à un moment donné, ce projet, il va avoir des difficultés. D'ailleurs, je le disais, même dans les startups, on appelle ça switcher. C'est-à-dire que tous les projets entrepreneuriaux, ils commencent avec un business plan qui permet soit d'aller voir le banquier, soit de lever. Et il évolue. Et puis il saute en fait. D'ailleurs, toutes les startups disent est-ce que tu as déjà ou pas encore switché? Sous-entendu, il faut toujours le faire. C'est pareil dans les entreprises. Je rappelle pour m'amuser que YouTube avait commencé en 2005 par être un site de rencontre en vidéo. Puis au bout de 15 jours, ils se sont dit ça marchera pas, ils ont switché. Ça sera le mot de la fin. YouTube était un site de rencontre. Merci Thierry pour tous ces conseils passionnants. Prenez votre temps, réfléchissez bien quand vous voulez vous jeter dans l'indépendance. Ça a des avantages, mais quand même, vous venez de l'entendre, quelques contraintes. C'est un vrai plaisir. Fondateur du réseau Odyssée RH. Merci de nous avoir rendu visite, Thierry, pour terminer cette émission. Merci à vous, merci à Lauriane Boué à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Pauline Gratel qui m'a accompagné aujourd'hui. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Bye bye.